C'était il y a à peine un an, une jeune femme perdait la vie en marge d'un rodéo de voitures à Saint-Herblain. Le procès du conducteur s'est tenu ce lundi. Il écope de 5 ans de prison ferme. Résumé d'audience avec Adrien Godet. L'audience était très attendue au palais de justice de Nantes. Dans une salle comble, la famille, les proches de Mélissa, 17 ans lorsqu'elle est fauchée par ce véhicule qui participait à un run. Au volant, un homme de 42 ans, ivre et sans permis au moment des faits. Il apparaît évidemment très important pour une famille que la personne qui a causé une telle tragédie soit consciente des conséquences. Je ne suis pas certaine que M. Hamelin sera en capacité de prendre la mesure du drame qu'il a causé. On ne peut que souhaiter que ce procès soit utile en termes de prévention et notamment à l'égard des personnes qui souhaitent participer au run. Lors de l'audience, le conducteur a expliqué ne plus se souvenir de ce vendredi 30 octobre 2015, quand dans la rue du Coutelier, près de la zone Atlantis à Saint-Herblain, il a perdu le contrôle de son véhicule, faisant également 2 autres blessés. Je ne voudrais pas que le procès d'aujourd'hui soit essentiellement le procès de mon client. Je voudrais aussi que soit posé le procès de la responsabilité de chacun. Puisque le running est interdit depuis des lustres, personne ne fait rien, même le maire de Saint-Herblain dit qu'il ne peut rien faire. On aurait parfaitement pu poursuivre les organisateurs. Le procureur avait requis 7 ans d'emprisonnement, mais le conducteur a écopé finalement de 5 ans de prison ferme. La rentrée scolaire fait grincer des dents du côté d'Orvault. Ce lundi matin, des parents d'élèves ont affiché leur grogne devant l'école aux classes surchargées. Le vieux chêne en colère. Dans cette école d'Orvault, les parents d'élèves espéraient l'ouverture d'une 9e classe, mais l'inspection académique l'a refusé à la surprise générale. La raison invoquée, un manque d'enseignants. Ils l'ont appris vendredi et ont décidé de se mobiliser car les effectifs atteignent 32 élèves dans certaines classes. À leurs yeux, cela devrait justifier amplement cette ouverture de classe. Les chiffres sont carrément au-dessus du seuil requis. On est à 228 sur 224. N'ont même pas été pris en compte dans ces 224 l'arrivée d'enfants syriens qui vont arriver là dans la semaine, donc des enfants qui ne parlent pas français, donc qui vont arriver dans des classes surchargées. En plus, pour la plupart des classes, les classes sont dans des algécos parce qu'il y a les travaux de la nouvelle école qui viennent de commencer. Donc les enfants sont dans des algécos, vont être surchargés, vont être à plus de 30 par classe, avec des enfants soit en difficulté par handicap, soit des enfants qui ne parlent pas français. Ça fait trop de contraintes pour une année scolaire sereine. La rencontre avec l'inspecteur d'académie du secteur n'ayant rien donné, les parents d'élèves se sont tournés vers la mairie et les élus les assurent qu'ils vont peser de tout leur poids pour obtenir effectivement l'ouverture de cette 9e classe. En ce début septembre, c'est aussi l'heure de prévoir son budget de transport pour la nouvelle année scolaire. Qui dit rentrée universitaire dit également file d'attente à la TAN. Les étudiants nantais doivent s'armer de patience pour obtenir leur abonnement de transport avec cette année une mauvaise surprise. Il faudra compter 270 € contre 267 l'année dernière. C'est pas sur ces choses-là que ça devrait augmenter. On devrait augmenter les tarifs sur les véhicules qui peuvent rouler en ville plutôt que sur le transport en commun. On a réfléchi un peu au budget, ça va être serré, donc on va faire avec ce qu'on a. On n'a pas vraiment de choix. Nantes fait partie des 5 collectivités en France qui ont décidé d'augmenter les tarifs cette année, suffisant pour tirer la sonnette d'alarme. Certes, 3 € sur une année, certains vont me dire que ce n'est pas énorme, mais c'est aussi 3 € par-ci, 3 € par-là, un nombre d'augmentations qui fait qu'on a une augmentation du budget étudiant qui est assez importante et qui devient problématique parce qu'il ne faut pas oublier que le nombre d'étudiants sont sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire en France 900 €. Selon une étude menée par l'UNEF, Nantes est la 8e ville la plus chère de France pour les transports. Toulouse ou Grenoble proposent des tarifications bien plus avantageuses pour les étudiants. Vous aurez des villes qui ont des tarifs globaux moins élevés qu'à Nantes, mais qui ont un service nettement moins performant, qui n'ont pas le système de tarification sociale qui fait que pour tous les gens à faible revenu en situation de précarité, on a des réductions de 50, 70, 80 jusqu'à la gratuité totale pour les gens les plus précaires. Les autorités se défendent donc de laisser les étudiants de côté et mettent en avant d'autres dispositifs d'aide mis en place dans le domaine de la santé et de la culture. Ce week-end, les ténors des Républicains étaient à La Baule. Les candidats à la primaire en ont profité pour présenter leur programme. Un moment important selon François Pinte. Ce débat il est important et encore une fois il faut que nos
nos concitoyens mesurent les différences. Le programme d'Alain Juppé, celui de Nicolas Sarkozy, celui de François Fillon, ce ne sont pas les mêmes. Donc il faut comprendre les différences, il faut comprendre la différence d'approche de ces personnalités et de choisir en âme et conscience. Vous savez, on ne donne plus de consignes de vote, nous les élus, les militants, les sympathisants, ils sont suffisamment libres pour voir si vraiment il y a un projet qui tranche. Et d'un point de vue personnel, je pense que celui qui tranche le plus par rapport à la situation de notre pays, c'est celui de François Fillon. C'est pour ça que je le soutiens. Dans 2 jours, ce sera le début des Jeux paralympiques de Rio. Un Nantais sera du voyage, un arbitre de cécifoot. Olivier Caillé l'a rencontré. C'est une certitude, François Carquois n'aura pas de médaille. Et pourtant, ce Nantais de 40 ans va participer aux Jeux paralympiques de Rio. Arbitre de la Ligue de l'Atlantique de football, il a été sélectionné pour diriger les rencontres de cécifoot lors de la compétition au Brésil. Une expérience qu'il a débutée en 2001. On devient arbitre de cécifoot un peu par hasard, par le biais de rencontres. Le fait de les entendre parler de leurs expériences, notamment au championnat de France, m'a donné envie d'y participer. Et puis voilà, j'ai mis le pied dedans et ça m'a plu tout de suite. C'est quand même quelque chose d'assez impressionnant à voir au départ. Et pour cette Olympiade, François va être le seul arbitre français de la discipline. Un événement qu'il aborde avec une pression inhabituelle. La pression de bien faire. Effectivement, là, sur les Jeux, on est dans une autre dimension. Hein. On a tout le côté médiatique qui va avec. C'est pas quelque chose... Enfin, moi, à mon niveau, ou même sur les championnats de France de cécifoot, c'est pas quelque chose qu'on connaît ou qu'on va avoir l'habitude d'appréhender. Voilà, c'est les Jeux, hein, donc c'est ce qui se fait de mieux, notamment sur le cécifoot. Et François va pouvoir une nouvelle fois s'en rendre compte dès le 9 septembre prochain. L'entretien ce lundi, c'est avec Johanna Roland, maire de Nantes et présidente de Nantes Métropole. On fait le point avec elle sur les grands dossiers à venir. On vient de parler de la rentrée des classes des enfants, c'était il y a quelques jours. Et là, c'est votre rentrée à vous, maire de Nantes, présidente de Nantes Métropole. Vous nous l'avez dit lors de votre conférence de presse de rentrée. Vous dites, voilà, c'est tendu en ce moment. Les gens sont à la fois inquiets, ils ont des doutes, et en particulier envers la classe politique. Quelle réponse vous leur faites ? La première réponse pour leur dire, attendez, c'est la rentrée, on va de l'avant. Moi, je crois que Nantes peut être un espace de confiance. Et je le crois parce que les Nantais me le disent. Ils me disent leur attachement à cette ville, ce qu'ils y trouvent, les progrès qu'on doit faire aussi, ce sur quoi on doit avancer. Mais effectivement, dans un monde qui doute, où la montée d'enjeux très durs, la montée des extrémismes, la montée de la radicalité se fait jour, je crois que nos villes, et particulièrement la nôtre, peut être un espace de confiance et de possible. Alors pour cela, à la fois, j'ai dit ce matin quel dessin je proposais pour la ville, parce que le Nantes d'aujourd'hui, c'est pas le Nantes d'il y a 10 ans, et puis en même temps les réponses concrètes pour les Nantais. C'est ce mélange entre l'utopie, il en faut aussi un peu, et le pragmatisme. Alors on va peut-être énumérer quelques décisions concrètes. Vous êtes revenu aussi sur le thème de la sécurité. Voilà, c'est la rentrée, le printemps, il n'est pas très loin dans l'esprit des gens, où ça a été très mouvementé à Nantes. Là encore, vous ne pouvez pas tout décider, tout empêcher non plus, mais qu'est-ce que vous proposez ? D'abord, il n'est pas question que Nantes, les Nantais, les commerçants, les habitants revivent ce qu'ils ont vécu au printemps. Il n'est pas question que Nantes soit le terrain de jeu de casseurs sans foi ni loi. Moi, je suis en contact constant avec le préfet sur ce sujet et je serai particulièrement exigeante parce que ce n'est pas Nantes, ça. La violence, la casse, les manifestations, c'est autre chose. Le droit de manifester dans ce pays, c'est précieux. Mais rien ne justifie jamais la casse du bien public. Donc là, vous dites à l'État et donc au préfet, fermeté. Absolue. Alors, ça, c'est la sécurité. Par rapport aux actions concrètes que vous proposez, vous dites aussi, on n'oublie pas le quotidien. Et vous avez énuméré différentes actions dans le domaine social avec de nouveaux projets pour le CCAS. Hein, des aides très concrètes. Des aides concrètes parce qu'on entend parfois cette petite musique qui dit que des gens abuseraient. En réalité, quand on travaille sérieusement, on voit qu'un certain nombre de familles pour qui ces dispositifs sont pensés n'en bénéficient pas. C'est ce qu'on appelle le non-recours au droit. Donc j'ai décidé de changer 2 choses. La première, c'est un diagnostic complet pour accompagner celles et ceux qui le souhaitent et dire en clarté quels sont vos droits, quels sont vos devoirs.
Le deuxième, effectivement, c'est des possibilités de nouvelles lettres concrètes. C'est autour de la précarité énergétique, c'est l'assurance habitation, c'est parfois les frais liés aux obsèques. Des choses qui peuvent sembler du quotidien, mais je peux vous dire que pour certaines familles qui souffrent, à la fin du mois, ça fait la différence. Je vais vous dire une chose, j'ai reçu un courrier avant l'été qui m'a particulièrement touchée. On a lancé à l'échelle de la métropole une expérimentation sur la loi Lot, la loi Brottes. Ça n'a pas fait la une des journaux, mais je vous ferai lire ce courrier que j'ai reçu d'un homme qui dit pourquoi cette décision de la métropole a changé son été. Eh bien, quand on fait ça, on se dit, c'est peut-être une petite goutte, mais c'est utile, ça a du sens. Alors, par ailleurs, on fait aussi de grands projets urbains, vous les avez énumérés, et là on se dit c'est très ambitieux. Alors il y a des projets qu'on connaissait depuis un moment, le déménagement du Minsk à l'échelle de la métropole, il y a la future gare, il y a le musée des Arts qui va bientôt ouvrir, il y a l'aménagement des bords de Loire, il y a l'Arbre au Héron, bon, c'est beaucoup. Est-ce qu'on peut faire ça aujourd'hui alors que les villes ne cessent, et vous, Nantes aussi, de dire on a de moins en moins d'argent? D'abord, Nantes doit rester en mouvement. Parce que quand Nantes est en mouvement, ça soutient l'économie locale et ça soutient l'emploi local. On ne peut pas dire l'emploi c'est la priorité et dire stop au dynamisme. Ça ne marche pas. Ensuite, par contre, on doit être exigeant. Et à chaque fois qu'on investit, se dire est-ce que cet euro investi, c'est un euro utile. Et puis on doit inventer d'autres modes de financement. Le partenariat public-privé, la mobilisation des entreprises par exemple, sur certains projets, c'est important. Mais la transformation du cœur de ville, ce n'est pas que ça. C'est effectivement des nouveaux projets avec des chantiers qu'on a lancés et qui vont être de plus en plus visibles cette année. C'est ce qu'on va faire sur Fedo Nord et Commerce. C'est en 2018 le lancement du concours international sur le site de la Petite Hollande qui gardera son marché. Mais c'est aussi des inflexions que j'ai souhaité donner. J'en citerai 3. La première, c'est le fait de passer de la construction du cœur de la ville de Nantes au cœur de l'agglomération. Quand on voit comment Bas-Chantenay, la ZAC des Îles Arrosées et l'île de Nantes, ça se répond, c'est ça le cœur de demain. La deuxième, c'est cette idée de retrouver la place de l'eau. C'est la suite du débat Loire. Et j'ai par exemple demandé à Jacqueline Hosty, qui est en charge du projet FEDO, de nous faire des propositions sur cette question dans la suite du miroir d'eau. Et puis la troisième, c'est cette question de la nature en ville. Parce que moi, je crois que la transition écologique, c'est un vrai sujet pour demain, parce que la génération politique à laquelle j'appartiens, elle doit inventer la social écologie, mais surtout parce que les Nantais me le disent. On veut une ville moins béton, on veut une ville moins minérale. Et quand on retient en plus une équipe de Nantais sur le projet entre la gare et le Jardin des Plantes pour faire sortir les arbres, quand en septembre, on va lancer cet appel à projet « Ma ville dans un jardin », eh bien c'est autant de manières très concrètes de le faire. C'est aussi l'annonce que j'ai faite ce matin de ce projet, Mon projet Rénov', pour accompagner y compris les propriétaires sur la question énergétique dans leur logement. De l'idée, une vision, mais du concret.